Octobre 2016. Je suis déjà plongé dans mes recherches sur la compétition entre filles dans la littérature dystopique pour ados quand un fait divers fait les manchettes et attire mon attention. They found love with each other while competing for the same man's affection, lit-on dans Daily Mail, ou encore dans The Sun. Two women have found love on the Australian version of dating show The Bachelor, with each other. Cette impensée que des concurrentes puissent développer une attirance l'une pour l'autre est inscrit dans mon corpus. Alors que la dystopie, qui présente une organisation sociale radicalement imparfaite, le pire des mondes, pourrait proposer un imaginaire complètement différent de ce qu'on connaît. Ma communication part donc avec cette présomption d'hétérosexualité, qui pèse dans la société en général, certes, mais qui est illustrée, voire exacerbée, dans la littérature dystopique pour young adults. Et elle part avec ce désir, cette recherche, de trouver un exemple dans la fiction, aussi parlant que dans le fait divers. Basu et collègues écrivent en introduction de leur ouvrage Contemporary Dystopian Fiction for Young Adults. In a recent spate of YA dystopias focused on teenage girls and reproduction, the fight for a better world is itself a fight for love, as dystopian forces keep teenagers from choosing their own mates. Romance, then, can play a key role in shaping the dystopian narrative and the possibilities for social change enacted in the novel. Or, malgré l'importance et le poids politique de l'amour dans ces romans, les protagonistes sont d'emblée pensés hétéros. On ne se sert pas de ce prétexte, de cette imposition au couple, voire à la reproduction forcée si la survie de l'humanité est en jeu, pour offrir des personnages queer, qui se battraient pour aimer la personne de leur choix. Ainsi, le modèle hétérosexuel n'est pas remis en question, subverti ou imaginé autrement dans la majorité des dystopies young adults. Un point aveugle qui témoigne plus largement de ce que le corpus propose malgré son potentiel, soit, pour reprendre les mots de Day et collègues dans Female Rebellion in Young Adult Dystopian Fiction, an incomplete reconsiderations of existing standards for appearances and behaviors. Mon premier cas de figure a tout à voir avec The Bachelor. The Selection est une série de Kiera Cass dont les 5 tomes principaux ont été publiés de 2012 à 2016. Les 3 premiers volets relatent l'histoire d'America Singer, l'une des 35 filles amenées au palais pour compétitionner pour le cœur du prince Maxon. Un roman comme The Selection, où les filles passent le plus clair de leur temps entre elles, sans présence masculine, offre un contexte évocateur de la présomption d'hétérosexualité. Je cite Day et collègues. The belief that girls are automatically heterosexual, not only in their sexual relationships, but also in their posturing, that they dress and pose for the benefit of boys rather than each other, is a misconception these dystopian societies base their relationships on. De fait, en raison de la compétition, le climat entre elles en est une méfiance qui les isole. On peut difficilement accorder sa confiance aux autres par peur de mettre en péril ses chances de remporter. Le système dystopique tend à s'appuyer sur la limitation de choix. America participe d'abord non par volonté, mais par nécessité financière, et s'appuie sur le contrôle social de la féminité afin d'éloigner les jeunes femmes, plus précisément ici les participantes, d'une agentivité individuelle et d'une possibilité de résistance. Le but étant qu'occupées à compétitionner les unes contre les autres, elles n'en viennent pas à se rebeller contre le système. À ce sujet, Amy Elmons mentionne qu'en raison du contexte compétitif dans lequel sont plongés les personnages féminins dans The Selection, je cite, The girls spend more time fighting with each other than with concerns over the starving populace, the rebel attacks, or the lack of historical record kept by their caste-based monarchy. Ainsi, malgré le système social gouvernemental dystopique et donc souvent totalitaire, au fil de la narration, l'antagoniste principal des héroïnes devient l'autre concurrente. Conséquemment, les hommes qui sont ceux qui imposent ces standards et cette compétition sont oubliés. Les nombreux tropes sexistes, sur l'amitié entre femmes par exemple, par la mort de la meilleure amie de la protagoniste au bénéfice de la relation hétérosexuelle, participent de manière significative à l'isolement des personnages féminins et attestent de la réticence au sein du corpus à déconstruire les stéréotypes et les idées reçues, en plus de privilégier la libération individuelle d'une fille unique et exceptionnelle plutôt que celle d'une collectivité de femmes. S'il n'y a aucune mention à l'homosexualité dans les 3 premiers tomes de The Selection, et donc pas de couple qui se forme parmi les concurrentes, on m'a appris qu'il en est autrement dans les tomes 4 et 5 de la série, qui inversent le scénario pour offrir The Bachelorette. Cette fois, on cherche à trouver un homme pour la princesse du royaume. 2 hommes parmi les participants deviendraient un couple dans le 5e tome, un sujet qui ne serait pas abordé sans problème par ailleurs, si on se fie à la réception du public représenté, la relation devant rester secrète car gravement sanctionnable.
Alors que la perspective dystopique permet de rendre visibles les failles du système contemporain à l'auteur en les exagérant, il y aurait reconduction, souvent implicite, de nombreux discours, marquant l'œuvre d'un certain conservatisme plutôt que d'une radicalité. En raison de l'importance de l'amour dans le corpus, on remarque facilement que l'intérêt amoureux problématise la gentilité des personnages féminins. Je cite Day et collègues. Even as these young women actively resist and rebel, then they also tend to accept that they cannot change every aspect of their society's controlling frameworks, particularly as these relate to romance and sexuality. Les éléments romantiques des scénarios représentent ainsi l'une des grandes limites, puisqu'il implique souvent un conformisme des rapports de sexe et une représentation assez classique du schéma amoureux. En effet, les romans dystopiques pour young adult puisent dans un nombre d'intrigues et de formes narratives familières et populaires, incluant le Bildungsroman, le roman d'aventure et le roman d'amour. Comme ces romans emploient des scénarios dits traditionnels, on peut se demander si cette association des structures narratives conventionnelles est un trait positif, un gage de possibilités infinies, ou négatif, une limitation de son potentiel politique. À quel point est-il possible d'imaginer un nouvel ordre du monde novateur, dans lequel on ne réaffirmerait pas les idéaux hétéronormatifs, par exemple, lorsqu'on utilise les formes du passé, lorsqu'on assume cette intertextualité avec le roman d'amour, le conte de fées même. On peut en effet parler d'intertextualité avec les contes de fées en raison des discours que porte le corpus sur les personnages féminins adolescents, sur leur liminarité et l'idée d'une sexualité qui doit être contrôlée qui passe par des mises en garde, je cite Day et collègues, that seek to restrict young women's explorations of their own physical agency and desire. On constate en effet que le corps des filles adolescentes est l'objet d'une surveillance accrue, et certaines chercheuses vont tracer le lien entre le sexual awakening et l'éveil de conscience qui mène à la rébellion. Bref, les personnages du corpus young adult se trouvent dans une position d'entre-deux. Dans notre cas, la transition entre l'adolescence et la vie adulte, marquée très fortement par des attentes culturelles sur la féminité adolescente, survient au même moment où les protagonistes font face aux menaces sociales, gouvernementales des dystopies. Les protagonistes doivent, d'un côté, chercher à comprendre leur place dans le monde, affirmer leur identité, gagner en indépendance, et d'un autre côté, elles tentent de recréer le monde dans lequel elles vivent, de transformer leur société pour y réduire les inégalités. Au sujet de la figure adolescente, les auteurs de Female Rebellion expliquent considérer que c'est précisément la position liminaire occupée par les protagonistes qui leur permet de résister aux limites que leur impose le système, de même que de résister aux limitations d'âge et de genre associées à cette période de transition. Elle adopterait ainsi un rôle actif face à l'ordre social et n'en serait pas de simples témoins. Or, cette liminarité est également représentée dans les contradictions qui traversent les personnages. Par exemple, un dilemme se développe au fil de la série de Selection. America veut d'un côté renverser le système de caste qui contrôle la société, mais de l'autre côté, elle aime le prince, qui bénéficie de ce système. Comme elle adhère à une vision traditionnelle de l'amour et du mariage, la tension amour-rébellion devient le cœur de l'intrigue. Dans Disturbing the Universe, Power and Repression in Adolescent Literature, Roberta S. Streitz explique en quoi la notion de pouvoir se loge dans la trame narrative des romans YA. Je cite, « Adolescent protagonists learn about power and how it is exerted on them by social forces that have made them what they are. » Selon elle, cette littérature met l'emphase et problématise le lien entre l'individu et les institutions qui construisent sa subjectivité. Streitz soutient que c'est en présentant la conscientisation des protagonistes, qui commencent à remettre en question l'autorité, le pouvoir et la répression subie, que ces romans rendent visible et interrogent la construction identitaire et sociale des sujets par la société. Je la cite. Although the primary purpose of the adolescent novel may appear to be a depiction of growth is, in this genre is inevitably represented as being linked to what the adolescent has learned about power. Le coming of age en littérature dystopique pour ados survient donc au moment de la conscientisation des protagonistes face au système qui vient marquer leur entrée dans le monde des adultes. En théorie, donc, le potentiel de la littérature dystopique pour adolescents-adolescentes est existant. La perspective dystopique a la capacité de contester, de reformuler les notions de pouvoir et d'identité, de communauté et de corps. Mais, traversée par de nombreuses contradictions, je cite Day et collègues, we watch the radical potential, whether under the reassertion of conservative notions of gender and ability. Les textes étant produits par rapport à des conditions existantes dans le présent, ce qui n'est pas évoqué et laissé au silence est reconduit et apparaît comme immuable dans les reconfigurations sociales proposées par les auteurs, venant renforcer des stéréotypes existants quant au genre, à la race, à la classe.
Conséquemment, cette reconduction des hiérarchies traditionnelles empêche ces romans d'accomplir les visées critiques et radicales de la dystopie dont ils se réclament. Je m'explique. Dans The Future is Pale, Race in Contemporary YA Dystopian Novels, un chapitre de l'ouvrage Female Rebellion écrit par Mary J. Kouzelis, cette dernière explique que même si on dit que la perspective dystopique permet la critique de la société contemporaine, seulement certains aspects sont critiqués. Elle constate que les tensions raciales, un enjeu significatif de notre monde actuel, n'y sont généralement pas adressées. Or, le fait que les auteurs ne réalisent pas que les idéologies sur la race sont présentes dans leurs romans ne les empêche pas de réinscrire une hiérarchie raciale qui maintient l'hégémonie. Kouzelis illustre comment whiteness et le white privilege s'inscrivent dans ses romans sous couvert de sameness ou de colorblindness, ou encore dans le rapport à la beauté aux standards occidentaux. Elle écrit « Novels that ignore race or present a monochromatic future imply that other ethnicities do not survive in the future, or that their participation in the future is not important. » Par le biais d'un silence narratif sur certains enjeux, comme la race et les tensions raciales, ce qu'on nous dit, c'est que dans le meilleur, comme dans le pire des mondes, au même titre que tout le monde est straight et cis, tout le monde est blanc. L'effacement des différences, sous-entendu par la perspective dystopique, entraîne un vide entourant ces enjeux. Le processus d'homogénéisation n'est pas explicité ou problématisé dans la narration, ce qui vient renforcer les normes actuelles. On peut en ce sens invoquer la figure des filles en série. Les personnages féminins de notre corpus illustrent parfaitement l'idée d'une standardisation homogène des filles. Je cite Delvaux, « Les filles en série ne sont pas la mise en forme des filles telles qu'elles sont, c'est une mise en forme des filles comme on souhaite qu'elles soient. » Or, la sérialité a deux visages. Si d'une part on assiste à l'aliénation des filles à travers leur sérialisation, d'autre part, se mettre en série peut être une forme de résistance ou de subversion. Cette mise en série est ce qui m'apparaît à l'œuvre dans la démarche de Libabré. Il ne faut pas se fier à la couverture et la gêne qu'elle m'a engendrée de le lire en public. Beauty Queens est la proposition la plus radicale rencontrée depuis le début de mes recherches. Publiée originalement en anglais en 2011 chez Scholastic, cette satire humoristique féministe relate un scénario catastrophe, l'écrasement d'un avion dans lequel voyageait une cinquantaine de reines de concours de beauté pour adolescentes sur une île déserte, lieu ô combien cher à l'imaginaire utopique, et auquel n'en survit qu'une dizaine. Le roman a été traduit en français et publié chez Gallimard en 2013 sous le titre « Belle dans la jungle, manuel de survie à l'usage des Miss en milieu hostile ». L'idée de manuel de survie me pousse à une parenthèse, puisqu'on reproche souvent à la littérature young adults d'être didactique et ou d'être moraliste. Or, c'est un aspect qu'on accueille ici à bras ouverts, parce que les modes d'emploi qu'offre le roman sont tous, sauf communs, dans le corpus et gagneraient à être davantage répandus. En abordant la sexualité de front plutôt qu'à demi-mot, Bray offre à ses lecteurs-lectrices des scènes peu fréquentes en culture pop, encore moins lorsque destinées à un public jeunesse. Grande communication et demande de consentement explicite et répétée lors de la relation sexuelle, discussion précédant le rapport dans laquelle a lieu négociation du port du condom. Fin de la parenthèse. La prémisse vous a probablement évoqué le célèbre Lord of the Flies, une similitude directement adressée dans le texte. Je cite. I've been thinking about that book, about the boys who crash on the island. Lord of the Flies, what about it? You know how you said it wasn't a true measure of humanity because there were no girls, and you wonder how it would be different if there had been girls? Yeah. Maybe girl needs an island to find themselves. Maybe they need a place where no one's watching them, so they can be who they really are. There was something about the island that made the girls forget who they had been. All those rules and shalt nots. They were no longer waiting for some arbitrary grade. They were no longer performing, waiting, hoping. They were becoming. They were. En les isolant sur une île déserte, loin des figures d'autorité, parents, juges, coachs, ayant exercé de la pression et dicté leur conduite jusqu'à ce jour, Beauty Queen sort ses personnages féminins du rapport social avec les hommes. Bray en profite pour subvertir le discours dominant sur la compétition entre femmes. La compétition initiale, de chacun pour soi, fait place à la nécessité de survie, au travail d'équipe et à l'entraide. Brigitte Barclay se penche sur l'œuvre dans un chapitre de l'ouvrage Female Rebellion, et c'est grâce à elle que j'ai su la présence de personnages queer dans Beauty Queens. Dans son article titré Perpetually Waving to an Unseen Crowd, Satire and Process in Beauty Queens, Barclay explique l'entreprise de représentation investie par l'auteur et le message féministe dont le livre est porteur. Pour Barclay,
Les discours féministes et la critique des normes de beauté et des pressions normatives passent principalement par 3 personnages. Petra, qui est une femme trans, suscite des conversations sur l'identité de genre. Shanti, qui est une femme racisée, permet d'aborder le racisme, particulièrement dans la sous-culture des concours de beauté. Et Sozy, qui est malentendante et emploie la langue des signes, aborde le handicap, le capacitisme, de même que l'homosexualité. Barclay écrit, et je cite, Beauty Queens is a dystopian vision that shows our own culture trajectory by highlighting gender normalizing pressures in our current world, using satire to exaggerate the absurdity of such pressures. Bray uses the pageant microcosm as the setting for this dystopia and focuses on beauty standards and consumerism to draw attention to gender and heterosexist power systems. By doing so, she creates a critique of stagnant utopian notions of perfected, homogeneous beauty. Contrairement à la majorité de la littérature dystopique pour adolescents et adolescentes, le sentiment de rébellion qui traverse le roman de Bray n'est pas dirigé contre un gouvernement, mais davantage envers une structure sociale contraignante et ses discours normatifs. Il y a plus ou moins d'ennemis concrets, sinon une entité abstraite, de corporation. Il y a par contre la possibilité de faire les choses autrement, maintenant que les pageant queens sont entre elles. Le conditionnement des personnages est par ailleurs présenté de manière satirique, une stratégie qu'explique Barclay dans son article. Je cite. Satire and dystopia both critique systems, but while dystopia does not necessarily use, and perhaps often does not use, humor, satire's tool is humor. By making fun of systems, making them seem absurd, satire takes some of the power away from those systems. For this reason, satire functions well with dystopian literature, and perhaps especially well in young adult dystopias that balances critique and hope. De fait, ce serait par la satire que Bray parvient à se détourner de ce à quoi appelait sa prémisse, permettant au roman d'expliciter sa critique féministe. On sait que la parodie, en se moquant, commet généralement le paradoxe de reconduire le modèle qu'elle critique. Or, Liba Bray évite de répéter un destin tragique ou normatif pour les personnages féminins, le scénario habituel étant le mariage ou la mort, comme le reste du corpus en témoigne. Enfin, à condition que les lecteurs-lectrices soient en mesure de comprendre les codes employés, il semble que l'usage de la satire soit une piste de solution intéressante à explorer par les auteurs de Young Adult Dystopian Fiction. Le double mouvement d'extrapolation-visibilisation, mené par la satire et la perspective dystopique, apparaît davantage productif que le rapport fiction adolescente et dystopie dont nombre de contradictions traversent l'union. L'exemple de Beauty Queens permet de constater en quoi les représentations queer du corpus sont une piste pour explorer et réfléchir différemment les corps féminins et la communauté qu'ils composent. J'en viens plus généralement à m'interroger sur le contexte et les conditions nécessaires pour qu'advienne la subversion, les représentations queer, mais aussi la solidarité entre femmes. Bref, je considère que l'entreprise de représentation investie par Liba Bray dans Beauty Queens gagne en importance dans la littérature dystopique Young Adult, car elle permet de contrer l'homogénéité vers laquelle tendent les fictions utopiques et dystopiques. Les concurrentes se transforment au fil des pages, elles renégocient leur place en société au sein d'un système qu'elles ne peuvent complètement renverser, un coming of age imparfait à l'image de leur société. Leur résistance se déploie par cette sororité, ce lien qu'elles ont bâti entre elles, envers et contre tous. Le groupe formé n'en est pas moins hétérogène, chacune ayant conservé son individualité. De plus, l'adhésion au groupe n'est pas déresponsabilisante, le groupe ne leur dicte pas une conduite à adopter, ne leur dit pas comment se sentir ni comment être. Pour reprendre les mots du poème de Nikita Gill partagé par Joyce sur la page Facebook du colloque, dans Beauty Queens, les girls ont appris how to love each other fiercely instead of how to compete with each other. Parce que pour une rare fois dans l'usage de l'adage, je cite le roman, One for all and all for one, ladies included. Merci.